Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Simon Lebrun. Moi, je suis responsable responsable produit des outils d'IA chez Google Cloud. Donc, les outils d'IA chez Google Cloud, ça va de tout ce qui est, par exemple, Gemini en tant que modèle, qui est développé par Google DeepMind, qu'on propose en tant qu'API, jusqu'à des plateformes qui permettent de créer des agents et de les mettre en production, que ce soit des agents code ou no code d'ailleurs, et toutes les plateformes qui permettent d'industrialiser justement ces tools pour les agents, donc comme Apigee, dont on va parler aujourd'hui. Et je suis Christophe Lalevé, donc je suis Customer Engineer au sein des équipes de Google Cloud en France, sur le territoire France. Et donc je m'occupe de la plateforme d'API Management de Google qui s'appelle Apigee, dans tous les contextes, c'est-à-dire les contextes d'API Management pur, historique, je dirais, mais également toutes les plateformes d'IA, tous les projets de sécurité également, puisque la sécurité des API, c'est quelque chose qui est clé. Parfait. Alors, on va commencer par un message que vous avez dû entendre beaucoup, qui est finalement peut-être assez général ou générique, qui est que avec la prolifération de l'IA et notamment des agents d'IA, on a un trafic d'API qui est de plus en plus massif. Okay, bon, une fois qu'on a dit ça, je peux vous expliquer les rapports, les statistiques qui montrent ça, etc. Nous-mêmes, évidemment, on le voit sur nos plateformes. Mais juste pour bien que vous ayez peut-être en tête et donner un exemple plutôt de pourquoi, effectivement, on voit de plus en plus de consommation d'API avec ce monde agentique. En fait, je vais juste vous montrer comment on présentait les agents il y a 3 mois et comment on les présente maintenant. En tout cas, quel est le dernier type d'agent qu'on a chez Google Cloud, hein. C'est vraiment la manière dont on le présente. 3 à 4 mois, on avait ce genre de slide qui disait, globalement, vous avez vu l'évolution de l'IA depuis les 3-4 dernières années, où en fait, on a un premier cas d'usage où on a un humain qui interagit presque directement avec un modèle. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose, parce qu'il y a toujours des couches entre l'humain et le modèle, hein. Notamment, vous pouvez utiliser directement un Claude, un Gemini, etc. En fait, il y aura toujours des garde-fous, des choses qui sont mises par le provider de modèle, et l'humain n'interagit pas directement avec le modèle. Mais on va dire, dans le premier cas d'usage, c'est quand même l'idée de se dire que je vais aller demander une requête à mon modèle en mode conversationnel, et puis l'humain va prendre une action après avoir demandé au modèle. Et puis plus on avance et plus on a vu un concept différent d'agents avec qui je vais pouvoir interagir, où je vais lui donner des instructions et je vais pouvoir lui déléguer des actions. C'est-à-dire que je discute avec mon agent qui lui-même va faire une action, comme ça peut être des choses très simples comme lire un mail ou créer un ticket, etc. Et il y avait une troisième phase qui est toujours là, hein, ce slide n'a pas fondamentalement changé, mais qui dit on va arriver à un moment dans une logique d'agents autonomes qu'on va même pas forcément appeler et qui, en plus, vont pouvoir travailler par eux-mêmes en background. Donc là, typiquement, il se passe quelque chose à 2h du mat, j'ai un nouveau client qui se crée sur SAP, et là, il y a un agent ou plusieurs agents qui communiquent entre eux et qui vont effectuer un certain nombre d'actions avec des garde-fous, avec des validations quand c'est nécessaire, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses derrière ça, mais c'était comme ça qu'on voyait l'évolution des agents. Encore une fois, il y a 3 mois, sur ce scope-là. Aujourd'hui, on annonce un nouveau type d'agent. Il s'appelle Spark. Spark, il a été annoncé au Google I.O., donc ça fait 2 semaines maintenant. Et Spark, en gros, il définit l'agent de manière un petit peu différente. Il dit, il y a un point central de l'agent qui est son harnais. Son harnais, en fait, c'est le mécanisme de l'agent qui va boucler jusqu'à ce qu'il va arriver à avoir une réponse satisfaisante par rapport à ce que l'humain lui a demandé. Donc, on n'est plus tellement dans le slide d'avant, on voyait l'agent va appeler d'autres agents, il va faire des actions, etc. On est vraiment dans un mécanisme de boucle. Donc, l'idée, c'est que je vais donner des skills à cet agent. Je vais lui dire, il peut y avoir des skills de mon métier, par exemple, de product manager. Qu'est-ce que ça veut dire d'être product manager chez Google? Il va y avoir des skills de Simon Lebrun qui fait un ensemble de choses d'une certaine manière. Et je vais donner tout ça à mon agent, et quand je lui poserai une question, il va avoir ce système de boucle, donc ce harness, et il va s'exécuter dans une sandbox. La sandbox, en gros, c'est l'équivalent de vous donner un PC à un humain, vous donnez une sandbox à un agent.
Donc, dans cette sandbox, il va pouvoir effectuer un certain nombre de choses, et notamment coder. Il va coder parce que, en fonction de ce que vous voulez demander, des fois, il devra coder ou des fois, il devra simplement appliquer des tools. Mais rien que par ce mécanisme de boucle, ou des fois, ça peut prendre, moi, mon Spark, je peux lui demander des choses, des fois, il dure 10, 20, 30 minutes. Il y a déjà une consommation des API qui est nettement plus grande, puisque c'est plus des systèmes linéaires qui s'interappellent entre eux, c'est des systèmes itératifs qui vont consommer beaucoup de tools pour pouvoir répondre de manière satisfaisante à la demande de l'utilisateur, qui évidemment après peut être appelé avec Human in the Loop, etc. Donc voilà, ça c'était plutôt une introduction. Pourquoi en fait on pense que encore plus dans le futur, par la nature de ces agents, on va avoir de plus en plus de consommation d'API. Je remets juste un petit dézoom sur la proposition de valeur de Google Cloud dans ce monde agentique. En fait, on voit les choses de cette manière. On veut proposer à nos clients, là je ne parle pas que d'APG, je parle vraiment de Google Cloud de manière générale, à travers cette entité Cloud AI, on veut proposer en fait une plateforme à nos clients qui va sous plusieurs couches. Il y a toute une couche qu'on appelle Gemini Enterprise Agent Platform, qui est pour les développeurs, les ops, les administrateurs, etc., pour qu'ils puissent créer leurs agents. Donc, par exemple, on peut créer des agents en code avec ADK, qui est le framework de développement des agents qui est proposé par Google en ouvert. On peut consommer évidemment des modèles, pas ceux que Google, les modèles d'Anthropic et d'autres qui sont dans notre Agent Garden. On a un certain nombre de briques de gouvernance qui permettent de valider qu'un agent puisse être bien évalué, que la qualité soit au rendez-vous, qu'on mette de la gouvernance à la fois au niveau du build, mais aussi au niveau du run. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, je veux pouvoir mettre des policies qui seront dépendants du contexte de l'agent. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'aurai pas le temps maintenant, mais il y a toute une gouvernance technique et une gouvernance fonctionnelle pour globalement garantir que l'agent reste dans la mission sur laquelle il avait été évolué. Et ensuite, au-dessus de ça, vous avez en fait trois grandes applications. Gemini Enterprise App qui est pour les employés. Ils ouvrent le matin, ils accèdent à tous les agents, les tools de l'entreprise, peu importe où ces agents finalement sont situés, les agents Google ou non Google. On va avoir la même chose pour les clients. Vous voulez créer un agent que vous voulez distribuer à vos clients, on a le Customer Experience pour ça. Et on a notre appli desktop qui est Antigravity, qui est à la base pour les développeurs, mais en fait de plus en plus pour les non-développeurs aussi. Parce que on crée un agent de manager, je crée un agent qui répond à mon besoin, et quand il me plaît, je peux le pousser justement sur cet agent de plateforme pour qu'il puisse faire la mission pour laquelle je l'ai créé. Et tout ça, évidemment, se repose sur l'infrastructure de Google avec la sécurité, l'hyperscaler, nos équipes qui créent des modèles, etc. Donc, si je me recentre sur la partie tools, en fait, on a cette app qui est à gauche, à gauche pour vous. Cette app qui est à gauche, qui globalement est l'accès à tous les employés pour créer des agents simples en no-code ou pour consommer des agents qui soient no-code, pro-code, etc. Des agents spécialisés, certains agents qui sont créés par Google, d'autres agents qui sont évidemment créés par l'organisation ou des systèmes tiers. Vous allez retrouver vos agents Salesforce, Workday, etc. là-dedans. Agent Platform, c'est les building blocks de cette plateforme-là où je vais retrouver tout ce qui me permettra de faire ces interactions et de manager ces interactions entre mes employés qui consomment et mes systèmes. Et c'est là qu'on va insister. Et notamment là-dedans, on le verra après, mais vous avez une gateway on pense que c'est extrêmement important de différencier l'agent gateway qui fait partie d'une plateforme agentique, qui va permettre de contrôler les entrées-sorties juste à côté de l'agent et notamment de mettre des policies qui sont liées au contexte agentique. On y reviendra. Et on le différencie parce que tout ça, c'est la côté consommation de la plateforme, consommation agentique. Et à droite, vous avez l'exposition de vos systèmes. Et ça, l'exposition de vos systèmes, notamment, c'est là où APG prend tout son rôle en disant vous avez des systèmes d'entreprise avec toute leur complexité, tous leurs différents protocoles, toute la partie legacy, cloud, etc., que je pense que tout le monde ici connaît parce qu'on l'a vécu depuis 10-15 ans dans les API. En fait, l'idée d'APG, c'est qu'elle peut présenter cette couche de système simplement sous forme de façade MCP, puisque c'est clairement un protocole qui est optimisé pour l'agentique, à notre plateforme agentique. Donc à la fin, le but, c'est que je suis dans mon app, je consomme un tool
Ce tool, il a été présenté à un moment par Apigee, il a été simplifié en MCP, on a même potentiellement boosté sa spécification pour que les gens le comprennent mieux l'API qui va derrière, ça c'est le point numéro 1. Et le point numéro 2, c'est que Apigee peut aussi, du coup, dans ce cadre-là, faire du management de serveurs MCP. Vous avez un serveur MCP existant que vous avez créé ou qui est tiers, etc. Vous allez pouvoir tout présenter sous forme de façade à cette agent plateforme ou à d'autres plateformes agentiques que vous auriez chez vous. Et je passe la main à Christophe. Alors concrètement, comment ça marche d'un point de vue architecture, hein, si on essaye d'arriver à ce résultat que Simon vient de nous présenter, on a tous aujourd'hui sur nos systèmes, enfin dans nos entreprises, hein, des plateformes d'API management qui gèrent des API. Donc c'est représenté ici hein, pour une partie Apigee, un runtime Apigee avec une gateway hein, dessus qui expose des API, où que se trouve l'API, hein, qu'elle soit sur GCP ou à l'extérieur de GCP, des services de management, d'observabilité, de publication, etc., que l'on a au niveau des plateformes d'API management. Maintenant, il faut qu'on aille plus loin, c'est-à-dire que poussé par les équipes IA, il faut qu'on soit capable d'exposer de manière sécurisée des modèles, des tools, des serveurs MCP. Et donc forcément, Apigee s'est enrichi des fonctionnalités qui vont le transformer en plus d'API Gateway, en LLM Gateway, en MCP Gateway, de manière à pouvoir exposer des modèles qui soient des modèles gérés par Google, modèles Google ou non, gérés sur GCP ou non, ou des modèles extérieurs, avec toutes les policies qui vont bien, pour gérer des tokens, pour gérer du semantic cache, pour gérer des prompt guardrails, etc., etc. Toutes ces nouvelles policies dont on a besoin pour pouvoir exposer de manière efficace et sécuriser nos modèles. Et bien entendu, les protocoles des streaming comme SSE, etc. La plateforme Apigee s'est enrichie sur les dernières années de toutes ces policies-là, de manière à pouvoir répondre à ce besoin-là. Sur la partie basse, hein, on voit ici la partie MCP. Les cas d'usage sont doubles. Être capable d'exposer des serveurs MCP que j'aurais déjà par ailleurs. Hein, j'ai des serveurs MCP qui sont fournis par des éditeurs SaaS, des serveurs MCP que j'héberge peut-être on-premise dans mon cluster Kubernetes. Donc c'est un premier cas d'usage. J'ai besoin d'authentifier, d'autoriser l'accès à ce serveur MCP, éventuellement avec du fine-grain authorization, des autorisations fines et dynamiques par rapport à qui utilise l'outil, quels sont les paramètres demandés à l'outil. C'est un premier cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, ça va être de MCPiser mes API qui sont actuellement consommées sous forme d'API REST par mes applications mobiles, mes applications traditionnelles. Maintenant, je veux les donner à consommer au travers de ce protocole MCP. Et au travers d'Apigee, vous allez pouvoir simplement un drag and drop d'une spécification sur le bon proxy et vous allez transformer cette API, être capable d'appeler cette API au travers du protocole MCP en appliquant les mêmes règles de gouvernance que celles qu'on a vues tout à l'heure, authentification, autorisation fine, tout ce qui est token exchange, etc., pour qu'on puisse authentifier l'utilisateur qui est derrière l'agent, etc. Toute cette richesse de sécurité que l'on va pouvoir appliquer à Apigee. Ça, c'est la partie exposition. Cette partie exposition n'est pas suffisante. C'est la partie physique, hein, elle n'est pas suffisante. Il va falloir qu'on soit en capacité de gouverner tout ça. OK, j'ai des proxys d'API, j'ai des proxys de modèles, j'ai des proxys MCP qui tournent à différents endroits. N'oublions pas qu'Apigee est capable est disponible sous forme de service managé sur GCP, mais également sous forme d'hybridation, de gateway hybride que l'on va pouvoir déployer on-premise ou sur différents clouds. Tout ça, c'est ce que je représente ici sous mon Apigee Runtime. À un moment donné, il faut savoir que quelle API fait quoi où. J'ai un environnement de développement qui contient l'API, mais cette même API, elle est en production, dans une version différente. Cette même API, peut-être, elle est en mode design à la tête d'un développeur, dans une troisième version. J'ai besoin de voir tout ça. Cette API, d'un point de vue data, est-ce que c'est des données que l'on peut exposer que on-prem, qu'en interne? Est-ce que c'est des données qui peuvent être publiques? Qui est le owner de l'API? Quelle est l'équipe en charge de développement de l'API? Est-ce que cette API est conforme aux règles design, etc., etc. Toutes ces couches de gouvernance que l'on a besoin de maîtriser sur l'ensemble du parc API de mon entreprise. Quelle que soit la gateway, quel que soit le protocole, que ce soit du REST, du SOAP, du GraphQL, du gRPC, de la Sync API et bien entendu du MCP. Et ça, c'est notre module API Hub qui va vous amener cette couche de gouvernance. Donc on va être capable de gérer la gouvernance de nos API et de définir finalement qu'est-ce que l'on va pouvoir exposer à nos agents. Sur cet ensemble d'assets, d'API et de tout l'MCP que je maîtrise, quels sont ceux qui sont
utilisable par mes agents. Et donc, je vais pouvoir donner à consommer à ma plateforme agentique. Et donc, Simon va pouvoir reprendre la main. Il est maître de la plateforme agentique qui est ici. J'ai un Curated Enterprise Rules dans mon API Hub. Je maîtrise ce que j'expose. J'ai décidé ce que je pouvais exposer. Et donc, les utilisateurs, les personas de la plateforme agentique vont pouvoir accéder à ces assets, aux MCP serveurs que je leur donne à disposition, aux API endpoints que je leur donne à disposition. Bon, vous l'avez compris, moi je fais le développeur agentique. Christophe, on a un problème. Ah. Ça marche pas. Comment ça? Ça fait 2 mois que je te demande des serveurs MCP. Je les ai toujours pas. Ah oui. Vous l'avez déjà entendu, ça, non, en entreprise, non? Et c'est ça, hein, fondamentalement. Hein. Vous avez les équipes qui développent, qui développent l'AI, qui ont besoin rapidement d'avoir leur serveur MCP simple, utilisable directement. Et puis vous avez je pense beaucoup de personnes dans cette salle qui effectivement gèrent les API, en tout cas historiquement, qui maintenant doivent proposer ces serveurs MCP. Et c'est toute l'idée du message qu'on a aujourd'hui, c'est comment vous pouvez simplifier ça pour qu'il puisse y avoir une intégration à la fois technologique, mais aussi qui doit refléter une gouvernance dans l'entreprise. C'est-à-dire que les équipes d'AI et d'API/MCP puissent être plus rapprochées et qu'effectivement, on évite Christophe, je ne le vois pas. Ça fait 2 mois, je ne le vois pas. Et effectivement, on va changer de plateforme. C'est-à-dire que je suis sur ma plateforme d'API management. Je ne vais pas donner accès à tous les développeurs IA, à tous les agents, à l'ensemble de mes assets, mes MCP serveurs qui sont en dev, mes API qui sont confidentiels. Je ne vais pas donner accès à tout ça à mes agents. Donc, on va avoir une étape de plus qui va être une synchronisation entre ma plateforme globale de gouvernance de toutes mes API, de tous mes tools qui est API Hub, et elle va venir déclarer dans la plateforme agentique, au travers de ses registries, son agent registry, quels sont les tools, les API, les MCP serveurs qui sont utilisables dans le cadre d'une plateforme agentique. Et ce coup-ci, Simon, tu peux travailler. Ça y est, Christophe. Je vois mon tools qui arrive dans ma plateforme agentique. Merci beaucoup. Hein. J'ai hâte de voir les suivantes. Ok, donc on a vu ce côté justement provider. On se rappelle, hein, provider, consommateur. On pense qu'il y a vraiment besoin des deux. On est quelque part, je veux dire, dans une architecture découplée assez classique, comme on a vu plein de fois, justement dans le même rôle que l'API management vous apporte ce découplage entre les consommateurs d'API et les exposants d'API. Là, c'est exactement la même chose. Et donc, je le répète, hein, mais Google Cloud, en fait, notre positionnement, c'est de vous apporter une expérience de bout en bout, intégrée, qui permet de faire tout ce chemin-là, de vos systèmes, vous exposez vos API ou vos MCP existants, vous les exposez sur une façade qui va être sécurisée, gouvernée pour votre plateforme agentique, que Google propose aussi sous ce Gemini Enterprise Agent Platform. Néanmoins, on le répétera après parce que c'est important, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'utiliser toutes les briques. On va proposer un système intégré et vous pourrez décider d'utiliser différentes briques qui, elles, pourront être interchangeables avec d'autres. Encore une fois, on revient sur le principe d'un système découplé. C'est pour ça qu'on le propose comme ça. Donc, je reviens côté créateur d'agents et sur ma plateforme agentique. De quoi finalement j'ai besoin? Un premier élément essentiel, c'est l'identité. On entend beaucoup parler, il y a beaucoup de débats encore qui sont sur est-ce qu'on donne une identité à un agent, est-ce que c'est la même identité qu'un humain, comment on gère les agents, est-ce qu'on le fait comme les humains ou pas. Alors, j'ai envie de dire, la réponse peut venir aussi de la culture et d'une décision d'entreprise sur comment on gère les agents. Nous, en tout cas, d'un point de vue technologique, on est convaincu qu'il faut qu'il y ait une identité qui soit rattachée à l'agent et qui différencie un humain qui fait une action d'un agent qui fait une action d'un agent qui fait une action de la part d'un humain. Voilà, je simplifie, c'est en gros les 3 cas. Et pour ça, on va proposer un service qui s'appelle Agent Identity qui donne en fait une identité SPIFFE qui vraiment permet donc dès que l'agent est créé, dès qu'il commence à être déployé quelque part, c'est-à-dire qu'il va être utilisé, il va avoir cette identité SPIFFE. Encore une fois, que ce soit un agent
code qu'on a développé dans ADK ou n'importe quelle autre technologie, ou que ça soit un genre no-code où j'ai mis 3 clics, ou même je l'ai créé avec un prompt, il faut qu'il ait cette identité. Cette identité me permettra notamment de suivre dans toutes mes services d'observabilité qui exactement a fait l'action et quel était l'humain derrière l'agent qui a fait l'action, etc. Tout ce que j'ai dit juste avant. Donc l'agent identity, c'est une des premières choses qu'il me faut. Le deuxième, c'est une registry. C'est pour ça que ça bloquait, parce que le bouton pour dire à un moment APG à travers l'API Hub va pouvoir pousser dans le registry, c'est un point fondamental pour moi qui gère la plateforme agentique pour pouvoir lister non seulement tous les agents, tous les tools, tous les endpoints et aussi tous les skills qui sont disponibles dans l'entreprise et que je vais pouvoir faire surfacer, désolé pour l'anglicisme, directement dans mes plateformes agentiques, encore une fois pour les développeurs ou pour les non-développeurs. Il y a pas mal de questions qui se posent sur le registry. Est-ce que j'ai un registry global pour toute mon entreprise? Est-ce que j'ai des registries par domaine? Est-ce que j'ai des registries locaux qui sont synchronisés avec un registry global? On pourra faire une autre session là-dessus, mais en tout cas, c'est un élément fondamental pour moi pour pouvoir enregistrer finalement mes assets. Et le dernier, j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure, l'agent de gateway. Alors pourquoi en fait et c'est vrai que j'ai la question, mais pourquoi deux gateways? Parce que du coup on a APG qui expose tous ces API, et là on reparle d'une autre gateway qui elle est côté agentique. De manière générale, surtout sur des systèmes qui commencent à être assez importants, on voit de toute façon plusieurs gateways. C'est un système multi-gateway qui nous paraît, même au-delà d'APG, quelque chose de pas forcément choquant en entreprise. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire que j'ai besoin d'une gateway qui soit près de mes agents parce qu'il y a des interactions agent ou agent et j'ai des policies que je veux mettre sur mes agents qui dépendent beaucoup de ce qu'a fait l'agent juste avant et du contexte en fait, de l'agent. On pourrait aussi les mettre côté APG, mais il y a un manque d'optimisation entre ce que je vais pouvoir faire directement sur ma plateforme et le fait que j'utilise ma plateforme d'exposition de mes systèmes pour venir faire des points d'enforcement. Enfin, globalement, l'idée, c'est de dire on a plus de flexibilité si on a 2 points d'enforcement. Un qui est des systèmes qui exposent toutes mes API à mes agents, et l'autre, c'est des interactions agentiques que je vais pouvoir contrôler localement dans ma plateforme. Et d'ailleurs, c'est pas on pense, c'est que c'est déjà le cas. Les autres agentiques plateformes, je parlais simplement là, par exemple, de Microsoft et d'AWS, ont aussi leur gateway. C'est-à-dire qu'on voit bien le rôle d'APG de manière globale, et puis après, de toute façon, des gateways qui sont dans les plateformes agentiques. Et là, un des exemples qu'on pourrait donner, c'est de dire que cette agent de gateway, elle va non seulement faire de l'enforcement, j'ai envie de dire, technique, donc l'autorisation, l'authentification, on va pouvoir mettre des règles de base, d'IAM, etc., qui sont nécessaires, mais on va aussi pouvoir aller beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, on se rend compte que si on en reste à cette gouvernance technique, en fait, on ne voit pas si l'agent il est en train de dévier ou pas. Tous les logs peuvent être verts, on pense que tout se passe bien, et puis on se met dans la même situation qu'Alibaba il y a à peu près 3 mois, où un agent a commencé à miner du Bitcoin. Ce n'était pas du tout sa mission à la base. Par contre, tout était vert. Donc l'idée, c'est de se dire que grâce aussi à ces gateways locales, qui peuvent être très bien à un moment contrôlés de manière globale par un APG, etc., c'est pas tellement ça la question. Grâce à ces gateways locales, on pourra dire je vais utiliser par exemple des techniques de LLM as a judge. C'est-à-dire que quand l'agent fait une action, je regarde cette action et je vais la confronter à une policy fonctionnelle cette fois, qui dit en fait, tu n'as pas le droit, enfin voilà ta mission, tu n'as pas le droit de sortir de ta mission. Et ça peut être des choses un peu plus on va dire, un peu plus détaillées, comme tu ne peux pas partager des données personnelles, ou tu ne peux pas venir, si tu as déjà créé un produit, tu n'as pas le droit d'en créer un deuxième. Ou si tu veux faire un paiement, il faut que ça ne soit pas plus de $500, etc. Enfin, bon, tout un tas de policies que vous écrivez finalement en langage naturel qui décrivent la mission finalement ou les contraintes de l'agent. Et cet agent de gateway permet de venir mettre en place cela localement dans ma plateforme agentique. Donc si je reviens au schéma de Christophe, donc globalement, moi je travaille dans ma plateforme agentique.
je crée mes agents. Donc typiquement, j'ai pu les créer par exemple avec ADK, d'accord, donc un agent Procode. Ils peuvent être d'ailleurs gérés directement. J'ai parlé vite fait de Antigravity tout à l'heure. Antigravity, c'est un agent par lui-même en fait qui a ce fameux harnais qui va me permettre notamment de créer des agents ou des apps, mais en l'occurrence, ça peut être un agent. Je le crée dans Antigravity, c'est un agent ADK qui est poussé dans mon agent de plateforme, mais j'ai besoin d'avoir un certain nombre de choses. L'agent gateway, j'ai envie de dire, c'est pas forcément moi, en tant que développeur d'agents, qui l'ai créé ou qui l'ai paramétré. Ça peut être le cas dans certains cas, mais c'est plutôt mes administrateurs qui ont dit « Ok, tu veux créer un agent en production chez nous, très bien, il y a tout un tas de règles. Il va forcément passer un moment par cet agent de gateway. C'est mon point d'enforcement d'entrée et de sortie de ma plateforme. » Les tools qui sont disponibles, là, c'est Apigee qui va les présenter. Je vais avoir besoin de modèles, donc je choisis mes modèles, ou en tout cas les modèles disponibles dans mon entreprise. Ces modèles, en fait, il y a 2 points. Donc encore une fois, en entrée-sortie, vous avez l'agent gateway qui va pouvoir faire un premier niveau d'enforcement ou juste faire un passe-plat si ce n'est pas nécessaire. Et vous avez Apigee qui, lui, va pouvoir aller beaucoup plus loin en faisant du vrai modèle routing, de l'optimisation de routing, de modèle, par exemple en disant je vais te rerouter vers le modèle le moins coûteux ou le plus approprié par rapport à ta demande ou juste par rapport à tes droits ou ton domaine, etc. Donc toute une partie de modèle routing que je vais pouvoir faire avec Apigee, consommer directement dans ma plateforme. Et puis deuxième chose, la même chose, mes tools, alors mes tools ou mes calls d'API, je veux dire mes tools qui contiennent les function calls également et qui vont me permettre d'avoir en fait tout ce qu'il me faut ici. J'ai mon agent créé sur ADK. Il a récupéré les bons modèles qui vont bien avec le bon FinOps, les bons droits qui m'ont été directement appropriés. Et je vais pouvoir utiliser les tools qui sont disponibles pour que mon agent fonctionne. Alors là, je me suis mis d'un point de vue créateur d'agent, mais c'est exactement pareil. Une fois que j'ai testé mon agent, je l'ai évalué, je lui ai fait passer tout un tas d'étapes sur le cycle de vie de l'agent qui permettra de le mettre effectivement en production. Ensuite, ce sera les employés qui l'utiliseront depuis n'importe quelle interface, notamment depuis la fameuse Gemini Enterprise App, qui est le front door de tous mes agents que n'importe quel client peut directement utiliser. Et donc, on va finir avec c'était très architecture, hein, on ne vous l'avait pas dit au début, peut-être. Et donc, on va finir avec cette architecture, qui est une architecture assez globale, qui justement différencie ces 3 couches. Et encore une fois, alors, ça ne veut pas dire que c'est le seul pattern, mais c'est un pattern, j'ai envie de dire, préconisé par Google, notamment pour des entreprises qui ont des systèmes qui sont assez vastes et complexes et qui ont besoin, pour pouvoir aller en production, de passer, et à l'échelle évidemment, de passer par un certain nombre de couches de sécurité qui vont valider que les bons modèles pourront bien être exposés, que les coûts pourront bien être contrôlés, qui va devoir absolument valider quels sont les tools qui seront disponibles aux différents builders d'agents et derrière, évidemment, aux employés qui vont utiliser ces agents, qu'elles puissent le faire avec souvent des domaines de métiers différents, parce qu'on va avoir une complexité, on va avoir différents pays, on va avoir différentes sous-structures qui vont avoir forcément des règles différentes, etc. Et qui ont effectivement ces systèmes et ces data qui vont être potentiellement divers et variés avec du legacy, du cloud, etc., etc. Donc ce pattern, il est en 3 couches. Exposition des tools et des modèles, ici. Donc ça, c'est tout votre existant et tout ce que vous avez besoin de consommer à votre plateforme agentique, qui d'ailleurs n'est pas, alors peut-être à part les modèles, n'est pas quelque chose qui est que pour ces plateformes agentiques ou pour une seule plateforme agentique. C'est-à-dire que dans ce modèle-là, ceux qui consomment la partie de droite, c'est déjà toutes vos applications SQL qui ne sont pas parties et qui vont rester quand même sans doute encore un moment, qui consomment vos API. C'est exactement la même chose qui est à droite. Mais la différence, c'est que vous présentez aussi ces API en MCP parce que vos plateformes agentiques pourront consommer cette même donnée. Ici, vous avez celle de Google. Demain, il y a plusieurs plateformes agentiques. C'est logique aussi qu'elles puissent consommer la même donnée. Et c'est ça le rôle d'Apigee, enfin le premier rôle d'Apigee, pardon, entre la plateforme agentique
et l'expression de vos données, c'est de pouvoir faire cette façade unique de présentation et de gouvernance des tools, des modèles et des agents qui interagiraient entre l'agent de plateforme du milieu et puis notre agent de plateforme, et que vous puissiez appliquer vos règles d'entreprise à cet endroit-là, tout à fait dans la logique d'une AI Gateway qui vient faire cette jonction finalement entre ces deux couches. Au milieu, vous avez ici l'agent de plateforme de Google, puisque c'est proposé avec une version unifiée. Et à gauche, vous avez la consommation finalement de ces agents. Alors là, ça peut être des humains qui utilisent directement des front-ends. Ça va être des agents qui appellent d'autres agents. On peut imaginer ici, je ne sais pas, un agent Salesforce qui a besoin de consommer un agent que vous aviez au milieu ou vice-versa. Des développeurs qui vont devoir effectivement trouver les tools, trouver les modèles pour pouvoir les mettre dans leurs agents et puis les évaluer, les tester, les mettre en production. Et puis plus globalement aussi, toute la partie coding agent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a plutôt des agents qui viennent aider les développeurs à coder et qui ont besoin d'avoir accès à tous les systèmes disponibles pour pouvoir répondre le plus facilement finalement à l'intention de l'employé, enfin du développeur. Et ça, typiquement, ça peut être un anti-gravity. Un mot de la fin, peut-être, Christophe ? Oui, si tu veux. Donc, ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'était que c'était très important. On voit aujourd'hui dans les entreprises cette rupture qu'il y a entre les équipes qui gèrent l'API de manière historique et les équipes IA qui vont aller très vite, quitte à court-circuiter un petit peu les règles d'entreprise, les règles d'exposition, les règles de sécurité, et qu'il est très important à un moment donné de réconcilier ces deux mondes. D'une part, en faisant monter en puissance la plateforme d'API management pour gérer autre chose que les API, REST, SOAP, qu'on avait peut-être l'habitude de voir, mais de les enrichir de fonctionnalités pour exposer les LLM, pour exposer des MCP. Et puis cette réconciliation, qui est également gage de gouvernance, être en sorte de dire je sais ce que j'expose au travers de mon APJ, au travers de mon API Hub, je gouverne mon exposition. Et pour ne pas ralentir les équipes IA, je vais leur mettre dans leur plateforme agentique, et quand je dis leur, c'est avec un S, dans leur plateforme agentique, parce que là, on a vu le lien d'APJ avec Gemini, un agent de plateforme, mais comme l'a dit Simon, ça pourrait être sur Azure ou sur AWS, qu'on va exposer de la même manière les serveurs MCP gouvernés par APJ sur d'autres plateformes agentiques, de manière à ce que les équipes IA puissent avancer à leur vitesse, découvrir avec leurs outils un agent qui découvre automatiquement dans le registry les tools dont il a besoin et il les appelle en toute sécurité parce qu'il va repasser par APJ pour s'authentifier, pour s'autoriser, pour l'observabilité, etc., chose que l'on a déjà mis en place dans nos entreprises. Merci Christophe, merci à tout le monde. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là.